La ville, enveloppée dans la brume bleutée de la nuit polaire, accueillit Mia d'un vent glacial perçant. Une neige fine et piquante, comme des éclats de verre brisé, lui griffait le visage, mais elle n'y prêta aucune attention et continua obstinément d'avancer. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'obscurité polaire qui régnait sur la ville semblait à la fois éternelle et sans espoir, correspondant à son humeur. Tout ce qu'elle avait à faire était d'endurer encore un peu plus d'un mois, puis tout reviendrait à la normale. C'est ainsi dans leur région, aux confins nord-ouest du pays. Le climat est rude, pas fait pour tout le monde. Mia n'avait jamais été dérangée par cette période de l'année auparavant, car elle transformait la ville en un lieu où les contes de fées et les légendes les plus audacieux prenaient vie la nuit. Mais aujourd'hui, même ce fait ne lui remontait pas le moral. Mia prit une profonde inspiration de l'air glacial, essayant de se ressaisir. Elle travaillait comme médecin réanimateur à l'hôpital principal de la ville et était habituée depuis longtemps au stress et aux situations complexes. Mais aujourd'hui, avant même d'avoir vraiment commencé, l'avait déjà déstabilisée. Tout cela à cause de l'héritage de son beau-père qui, pour une raison incompréhensible, lui avait légué une petite entreprise de construction navale. Et tout cela s'était transformé en cauchemar pour Mia, un casse-tête et une énième dispute avec son ex-mari. Accélérant le pas, Mia ajusta le col de son manteau bleu foncé et murmura doucement pour elle-même, « N'aie pas peur, tu es médecin, tu as vu pire. Tu seras nerveuse un petit moment, puis ce désordre sera terminé. » Souriant intérieurement, Mia toucha la poche latérale où reposait son fidèle carnet, celui où elle faisait ses esquisses caricaturales qui l'aidaient à se détendre. Ce passe-temps l'avait sauvée d'innombrables fois. Le nombre de cas était difficile à compter. Dessiner une personne désagréable et en colère en caricature, et voilà, comme par magie, elle perd toute sa négativité et ne provoque plus qu'un sourire. Des miracles, purs et simples. Ses collègues de la clinique où elle travaillait lui avaient souvent dit qu'elle avait un réel talent pour le dessin, surtout humoristique, car parfois, voir ses dessins faisait éclater de rire les gens et tout allait bien. Mais tout dans la vie ne peut s'expliquer avec un crayon et une feuille de papier. Il y a un mois, son divorce avec John avait été douloureux et humiliant. Oui, son ex-mari était tout un personnage. Pas même un mois ne s'était écoulé qu'il avait déjà une nouvelle flamme, Tiffany, comme si Mia était un objet usagé que l'on pouvait jeter. Et maintenant, ce couple l'attendait au palais de justice. Malgré la chaleur du hall d'entrée, la sensation de froid et d'anxiété la tenait toujours fermement dans son étreinte. La salle d'audience était remplie d'un silence oppressant, rompu seulement par les faibles murmures des personnes présentes. Voyant son mari avec sa maîtresse, Mia détourna le regard, ne voulant pas raviver ses émotions. « Je ne te laisserai pas une miette de l'héritage, » siffla John, après quoi sa compagne ricana méchamment. Mia pinça les lèvres en une fine ligne, essayant de ne pas réagir. Elle savait que si elle laissait ses émotions prendre le dessus, elle perdrait. Tiffany, une blonde choyée dans un manteau de zibeline, tordit son visage de dédain. « Eh bien, je n'ai rien à dire. Qu'est-ce que tu lui as jamais trouvé ? Bien qu'elle ait du culot. Regarde, elle est venue pour l'héritage après tout. Elle va engloutir l'aumône et ne s'étouffera même pas. » John, croisant les bras sur sa poitrine, regarda Mia avec une irritation à peine dissimulée. Il était, comme toujours, impeccable dans son costume coûteux, dont il possédait plusieurs dizaines dans sa garde-robe. Mia le regarda avec une politesse froide, essayant de ne pas laisser paraître ses émotions. « Bonjour John. Tu te trompes sur ce point. Je ne vois rien de honteux à défendre mes droits. » « Quel droit ? » Le père de John avait clairement perdu la tête quand il a écrit ce testament. C'était juste un vieil homme sénile, et tu lui faisais habilement des courbettes pour une part de l'héritage, siffla Tiffany. Mia sourit avec mépris. « N'essaie pas de mettre tout le monde dans le même sac. D'accord ? J'ai toujours été honnête avec Marcus, contrairement à certaines personnes. » Mia lança un regard significatif à John. Aussi, s'il n'était pas sain d'esprit, pourquoi n'as-tu pas demandé de documents de tutelle ? Ou est-ce que cela ne t'importait pas à l'époque ? Pourquoi n'as-tu pas aidé à le placer dans une maison de retraite ? Le visage de John devint cramoisi de rage. Simplement. Il haletait de rage, incapable de trouver les mots justes. « Veuillez prendre vos sièges et garder le silence, » dit la voix du juge alors qu'il entrait dans la salle d'audience. Il s'assit à la table et fit signe au greffier de commencer la procédure. John et Tiffany s'assirent délibérément en face de Mia. « Passons donc à l'affaire qui nous occupe, » annonça le juge. « Aujourd'hui, nous examinons l'héritage de Feu Marcus. »
Le testament stipule que son entreprise de construction navale, Seabreeze, doit être transférée à la propriété de sa belle-fille, Mia Walker. John, le fils du défunt, est le plaignant qui conteste le testament. La parole est maintenant au plaignant. John se leva, arborant l'un de ses masques affligés habituels, commença à parler. « Honorable cour, je crois que ce testament est invalide. Mon père, Marcus, était très malade ces dernières années et n'était pas en mesure de rendre compte de ses actes. Il était sous l'influence de Mia qui, profitant de sa confiance, l'a trompé pour lui faire céder l'entreprise. De plus, est-ce juste? Je suis son seul fils biologique et Mia et moi sommes divorcés. » Tiffany l'aida immédiatement en reniflant et en gesticulant activement. « C'est tout simplement scandaleux. Cette femme est une croqueuse de diamants. Elle n'a rien à faire dans la construction navale. Pourquoi la veut-elle? Elle veut probablement la vendre et s'enrichir aux dépens des autres. » La salle d'audience tomba dans le silence. Même le juge semblait perplexe. Il retira ses lunettes et se frotta les yeux comme pour essayer de mieux regarder Mia. « Mia, en tant que médecin, avez-vous des connaissances en construction navale? Et avez-vous des projets pour l'avenir de l'entreprise ?» demanda le juge en penchant la tête. Mia se leva, le regard calme et assuré. Elle n'allait pas s'excuser. Elle avait ses arguments et elle allait les présenter. « Votre honneur, je ne nie pas ne pas être une spécialiste dans ce domaine. Mais avant tout, je suis médecin et je comprends la responsabilité. De plus, pour gérer l'entreprise, je prévois d'embaucher un gestionnaire professionnel qui connaît bien ce secteur. Mes plans incluent non seulement la préservation de l'entreprise, mais aussi sa modernisation, la mise en œuvre de nouvelles technologies, ce qui lui permettra d'atteindre un nouveau niveau. Marcus croyait que je pouvais m'en charger, et je ne le décevrai pas. De plus, je tiens à ajouter que j'étais avec lui pendant les derniers mois de sa vie, quand il était malade. Je lui faisais ses injections et suivais le régime prescrit. » John était indigné. « Quelle absurdité! De nouvelles technologies? Sais-tu même de quoi tu parles? Tu es médecin, pas ingénieur. As-tu même vu l'entreprise de tes propres yeux? » Tiffany rit. Évidemment, elle s'est juste insinuée dans la confiance du vieil homme, c'est tout. Elle a dû le droguer avec une sorte de médicament et il a simplement cédé. Vous, les médecins, on n'a rien à vous apprendre. Vous pensez tout savoir mieux que quiconque. Mia les regarda avec mépris. Vous pouvez spéculer et m'insulter autant que vous voulez, mais cela ne changera pas le fait que le testament est absolument légal. De plus, j'ai un autre atout maître. Un silence tendu tomba de nouveau sur la salle d'audience. John et Tiffany la regardèrent avec confusion et une certaine crainte. J'ai un enregistrement audio de ma dernière conversation avec Marcus, où il confirme lui-même qu'il me lègue l'entreprise. L'enregistrement a été fait par accident, mais c'est une preuve irréfutable de ses volontés. Je vous demande de l'écouter, dit Mia en sortant son téléphone de son sac où les enregistrements audio étaient sauvegardés. Le juge fit un signe de tête au greffier, qui connecta le smartphone au système audio. La voix rauque résonna dans la salle d'audience, claire et distincte, énonçant sa décision de léguer l'entreprise à Mia. « Je veux que tu diriges mon entreprise, Mia. Je sais que tu es intelligente, capable, et que tu ne la laisseras pas échouer. Mon fils inutile est loin des affaires et déteste la mer. Et sans amour pour le travail maritime, on ne peut pas faire ce métier. » John pâlit. Tiffany était tellement bouche bée qu'elle ne pouvait pas dire un mot. Le juge les regarda et secoua la tête. « Eh bien, je crois que nous avons maintenant toutes les preuves nécessaires pour prendre une décision, dit-il, mais il marqua une pause, plongé dans ses pensées. Cependant, ajouta-t-il, nous devons examiner tous les documents présentés. Je suis contraint d'ajourner l'audience de 2 semaines pour prendre une décision finale. » Mia hocha la tête avec satisfaction en se levant de son siège. Elle se sentait gagnante, sachant qu'elle faisait ce qu'il fallait. Elle avait aussi une petite surprise pour le couple. John l'attrapa par le bras alors qu'elle passait et siffla, « Tu penses avoir gagné? Ce n'est qu'un délai, idiote. Tu le regretteras. » Mia regarda son ex-mari avec indifférence. « John, tu as déjà tout détruit toi-même de tes propres mains. Maintenant, peu importe combien de fois tu essaieras, tu n'y arriveras pas. Je n'ai pas peur de toi ni de Tiffany. » Alors qu'elle quittait le bâtiment, Mia claqua des doigts comme si elle se souvenait de quelque chose et se retourna. « C'est vrai, j'ai failli oublier. Pendant que nous étions assis ici, je vous ai dessiné aussi. Et vous savez quoi? Je vais certainement publier ces caricatures en ligne. Je pense qu'elles deviendront assez populaires. »
Mia sortit son carnet de croquis de son sac et montra à John et Tiffany un dessin d'eux en deux vilains gobelins complotant quelque chose de sinistre. John resta là, bouche bée de confusion, tandis que Tiffany était frappée de mutisme par la rage. Mia, savourant l'expression sur leur visage, laissa le couple sous le choc et se dirigea vers son travail où des patients l'attendaient. Cette bataille avait été gagnée, mais la suivante n'était qu'une question de temps. Une fois dehors, Mia prit une profonde inspiration. L'air glacial lui brûlait les poumons, mais elle n'avait pas froid. À l'intérieur d'elle brûlait le feu de la détermination, un feu qu'aucune nuit polaire ne pouvait éteindre. Elle sourit en se rappelant comment, pendant son temps libre, elle dessinait des caricatures de ses collègues. Maintenant, John et Tiffany étaient devenus des personnages de sa bande dessinée secrète. Son humeur s'améliora sensiblement, et même la morosité de décembre ne semblait pas si sombre. Cette année, la nuit polaire devait durer environ 40 jours, de décembre à janvier. Cela ne semblait pas si long, mais parfois, on avait l'impression que le soleil ne se lèverait plus jamais. Cependant, pendant ces jours, la ville se transformait au-delà de toute reconnaissance, scintillant de lumières innombrables. Après tout, le nouvel an approchait à grands pas, de sorte que l'obscurité ne semblait plus si lugubre et effrayante. Travaillant à l'unité de soins intensifs, Mia comprenait plus que quiconque l'importance de l'aube et du soleil levant pour une personne. Parfois, même le patient le plus gravement malade s'épanouissait littéralement en voyant les rayons de soleil qui parvenaient à se glisser à travers les stores et dans la chambre. C'est pourquoi, pendant la nuit polaire, Mia dessinait plusieurs soleils souriants sur des feuilles de papier et les accrochait dans les chambres. Ainsi, lorsqu'un patient ouvrait les yeux, les rayons de soleil du dessin touchaient doucement ses joues. Mia, souriant intérieurement, accéléra le pas. C'était une bonne chose qu'elle soit née et ait grandi dans ces terres. Ses parents, venus de tout le pays, lui avaient proposé de déménager dans une autre région au climat plus doux à plusieurs reprises, mais Mia avait toujours refusé. Et alors si la mer ici était froide? Sa beauté était inégalée. Et d'ailleurs, elle avait toujours aimé dire « on est utile là où on est né ». Son père avait été marin et sa mère institutrice, et elle avait lié sa vie à la médecine, sans le regretter une seconde. Un médecin, qui d'autre qu'un médecin sauve un patient quand il ne reste qu'un instant avant l'abîme. Au début, pendant ses études de médecine, Mia avait rêvé de devenir chirurgienne, mais ensuite son opinion avait radicalement changé, surtout quand l'un des professeurs les plus talentueux avait vu en elle des capacités complètement différentes. Selon lui, il y avait quelque chose en Mia qui la poussait à défier la mort elle-même et à gagner les batailles pour la vie de ses patients. Bien sûr, de telles choses n'étaient pas dites publiquement, mais le personnel de la clinique croyait que Mia Walker avait un don. Dès qu'elle entrait dans la chambre d'un patient gravement malade, celui-ci commençait à aller mieux. « Pourquoi suis-je même ici ? C'est toute la majesté de la médecine et des techniques modernes. Je suis juste mes instructions de travail, c'est tout » répondait-elle avec un sourire. Mia approchait déjà de l'arrêt de bus lorsque son téléphone sonna urgemment dans sa poche. Son cœur rata un battement. Serait-ce un nouveau patient? Elle sortit le téléphone de sa poche et regarda le numéro affiché. Hôpital central, réception. Oui, Olivia, que s'est-il passé? Mia, c'est une urgence, la voix de l'infirmière de garde semblait anxieuse. Un garçon de 13 ans est tombé de cheval à l'hippodrome. Son état est grave, il n'a pas repris connaissance. Le chirurgien et le traumatologue sont déjà sur place. Le cœur de Mia se serra. Oubliant le froid et ses propres soucis, elle fit demi-tour et se dirigea rapidement vers la station de taxi. « Attendez, j'arrive » dit-elle en mettant fin à l'appel. L'hôpital l'accueillit avec du bruit, de l'agitation et l'odeur familière des désinfectants. Mia jeta son manteau sur une chaise et se dirigea rapidement vers l'unité de soins intensifs. Là, sur une civière, gisait le garçon, le visage pâle, des cernes sombres sous les yeux et les lèvres bleues. L'infirmière rapporta précipitamment, traumatisme crânien, contusions multiples, suspicion de fracture des côtes. Mia commença immédiatement son examen, rapidement et précisément, comme on le lui avait appris. Chaque seconde comptait. Elle connecta le garçon à un appareil et installa une perfusion intraveineuse. Le moniteur affichait une ligne tremblante indiquant sa faible respiration. « Quel est le nom du patient? Qui sont les parents » demanda Mia, sans quitter des yeux les lectures. « Tom Meyers. »« Et les parents attendent dans le couloir » répondit l'infirmière. « Son père est un avocat bien connu en ville, Kyle. Et apparemment la belle-mère de Tom, Gloria. Et il y a aussi un garçon plus âgé, Edward, qui semble être un demi-frère. Il était avec lui aux leçons d'équitation. » Mia hocha la tête.
Bien sûr, elle comprenait que les parents étaient inquiets et se sentaient impuissants, mais avant tout, elle devait se concentrer sur le jeune patient. Faisons un scanner, ordonna-t-elle, et des analyses urgentes. Nous devons déterminer l'étendue des dégâts. Sortant un instant dans le couloir, Mia vit un homme grand, d'âge moyen, avec des pattes d'oie autour des yeux. À côté de lui se tenait une femme à l'expression tendue et un adolescent dont les yeux montraient plus d'irritation que de sympathie. L'homme s'avança vers Mia et dit d'une voix tremblante, « Comment va mon fils ?» Elle répondit honnêtement, sans flatterie, « Son état est grave. Il a un traumatisme crânien. On s'inquiète d'éventuels dommages aux organes internes. Nous faisons tout notre possible. » La belle-mère pinça nerveusement les lèvres. « Il est si maladroit, toujours à tomber. Et maintenant cette obsession pour les chevaux. » « Gloria, ce n'est pas le moment pour tes commentaires, » dit le père plus fort qu'il ne l'avait voulu. L'adolescent ricana et se détourna, regardant par la fenêtre. « Croyez-moi, nous ferons tout pour que Tom se rétablisse, » dit Mia, essayant de rester calme. « Il est en soins intensifs maintenant, et son état nécessite une surveillance constante. Veuillez attendre ici, je vous tiendrai au courant. » Mia retourna à l'unité. Son équipe de médecins et d'infirmières attendait. Ils travaillaient comme une seule machine, chacun connaissant son rôle. Mia regarda Tom et se souvint quand elle était petite fille, quand elle aussi avait été amenée à l'hôpital avec une fracture. Ce jour fatidique, la fillette de 10 ans s'était cassé le bras en faisant de la luge. À l'époque, elle avait été réconfortée par une gentille tante médecin qui l'avait inspirée à poursuivre une carrière en médecine. La tension artérielle chute, la voix de l'anesthésiste la ramena à la réalité. Nous devons augmenter la dose d'adrénaline. Mia s'approcha rapidement du moniteur et étudia les lectures. La lutte pour sa vie continuait à chaque minute qui passait, chaque souffle était laborieux. Les résultats du scanner sont arrivés, dit le radiologue en entrant dans la pièce. Ce n'est pas aussi grave que nous le pensions. La contusion cérébrale est minime. Il semble que le casque de protection l'ait sauvé. Cependant, la région de la colonne cervicale est préoccupante, ajouta-t-il. Mia fronça les sourcils. La situation était grave. L'opération serait risquée, mais sans elle, Tom n'avait aucune chance de retrouver une vie normale après être sorti du coma. Si la lésion de la colonne vertébrale entraînait des complications, le handicap serait inévitable. Préparez le bloc opératoire avec l'équipe et appelez d'urgence le neurochirurgien. Le temps passa inaperçu. La préparation de l'opération, les minutes tendues d'attente dans le couloir. Les parents s'agitaient tandis que le frère aîné restait assis, tourné vers le mur, comme s'il essayait de s'isoler de tout ce qui se passait. Kyle s'approcha de nouveau de Mia. Ses yeux étaient pleins de désespoir. « S'il vous plaît, dites-moi, mon fils survivra-t-il » Mia prit sa main et tenta de lui offrir ne serait-ce qu'un peu d'espoir. « Nous faisons tout notre possible, Kyle. L'opération sera corrective minimale, mais pour l'instant, vous devez être patient. » L'opération dura plusieurs heures. Mia observait le travail coordonné du chirurgien, retenant son souffle comme tout le monde. Elle se battait pour la vie de ce petit patient, qu'elle était prête à porter dans ses bras juste pour qu'il s'en sorte. Finalement, l'opération fut terminée. Le neurochirurgien essuya la sueur de son front. « Il semble que tout se soit bien passé, » conclut-il. « Mais ne vous relâchez pas encore. Le plus important maintenant, c'est l'observation. » Mia retourna auprès des parents. Kyle se leva immédiatement. « Alors, docteur, comment va-t-il » ? « Tout va bien, » dit Mia, « bien que Tom soit toujours dans le coma, et c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Il est à l'unité de soins intensifs sous surveillance. » Gloria renifla, couvrant son visage de ses mains. Kyle s'affaissa sur une chaise, le visage aussi pâle qu'un drap. Le frère aîné restait assis dans le coin, silencieux et détaché. « Puis-je voir mon fils » demanda doucement Kyle. « Pas encore, répondit Mia. « Veuillez attendre encore un peu. Je vous ferai savoir quand ce sera possible. » Elle retourna à l'unité de soins intensifs. Les lumières étaient tamisées, créant une atmosphère de tension et d'anxiété. Tom gisait sous la perfusion, sa respiration était irrégulière et les lectures sur les machines continuaient de fluctuer. Mia s'assit à côté de lui, contemplant son visage pâle. Elle se souvint de ses propres blessures d'enfance, de la douleur, de la peur. Et Mia ressentait aussi un respect indéniable pour ce garçon si petit, mais qui montait déjà à cheval et fréquentait l'hippodrome. Elle aussi avait rêvé un jour de monter à cheval, mais le destin en avait décidé autrement.
Il n'y avait pas beaucoup d'argent dans la famille et l'équitation nécessitait un équipement spécial, alors la petite Mia ne pouvait que dessiner des chevaux courant en cercle et s'imaginer en cavalière experte. Assise dans la chambre, elle pouvait presque sentir à quel point ce garçon devait avoir peur, ne comprenant pas ce qui se passait. Mia resta même de garde pendant 24 heures complètes dans le service. Après tout, c'était un cas exceptionnel. Personne ne l'attendait à la maison. Il n'avait pas pu avoir d'enfant. Au moins, ce petit serait maintenant pris en charge. Mia prit doucement sa petite main dans la sienne, comme pour essayer de lui transmettre une partie de sa propre énergie. À cet instant, son cœur se remplit de compassion. Elle ressentit une énorme responsabilité pour la vie de ce petit être humain innocent. « Accroche-toi, mon grand » murmura-t-elle. « Je sais que tu es fort, et je ferai tout pour que tu te rétablisses. » À ce moment précis, la lumière au plafond clignota plusieurs fois à intervalles réguliers. Mia sursauta, une vague de frissons anxieux parcourut sa colonne vertébrale. « Dieu, oh, ça ne peut pas arriver » murmura-t-elle et regarda la lumière avec lassitude. Mais elle ne clignota plus. La surprise de Mia n'était pas une simple coïncidence. Dans son enfance, suivant les conseils de son père marin, elle avait rejoint un club de jeunes marins dirigé par leur professeur de géographie, Richard. Entre autres choses, les jeunes membres du club étudiaient le code Morse qui, comme chacun sait, se compose de points et de traits utilisés dans une séquence spécifique. Mia l'avait bien appris et même maintenant, elle pouvait envoyer un signal avec une lampe de poche à un navire entrant dans le port. Mais le plus curieux n'était même pas cela. C'était que la lampe au-dessus de sa tête et ses signaux lumineux purs lui avaient envoyé un message de confirmation, oui. Qu'était-ce? Une coïncidence ou une sorte de signe? Mais qui l'avait envoyé? Il n'y avait pas de réponse à cette question. À vrai dire, travailler à l'unité de soins intensifs était souvent accompagné de toutes sortes d'étrangetés, parfois si bizarres qu'elles n'avaient aucune explication, du moins d'un point de vue scientifique. La nuit s'étirait lentement, comme si elle comprenait qu'il n'y avait pas d'urgence puisque sa puissance polaire n'avait pas encore quitté cette terre rude. Mia passait d'une chambre à l'autre, surveillant l'état de chaque patient. Elle dormait à peine, ne mangeait rien, mais la fatigue était réprimée par le désir d'aider et de sauver. Assise près du lit d'un des patients, elle ne remarqua pas quand une infirmière entra dans l'USI. « Mia, peut-être un café ?» demanda gentiment Britney en souriant, ayant été debout toute la nuit. « Merci Britney » répondit-elle en essayant de sourire en retour. « Oui, un café aiderait certainement maintenant. »« Comment va Tom ?»« Pas de changement pour l'instant » soupira l'infirmière, « mais l'état est stable. » « Et que Dieu l'aide à s'en sortir. » Mia soupira profondément. Elle savait qu'il y avait encore une longue bataille à mener, mais comme toujours, elle était prête à se battre pour chacun de ses patients jusqu'au bout. Et elle savait aussi que l'amour et la compassion pouvaient faire des miracles. C'était ce sentiment qui la guidait dans ce travail difficile, souvent cruel, mais absolument nécessaire. Profitant d'un moment, Mia sortit un carnet de sa poche et esquissa rapidement un dessin. Cette fois, ce n'était pas une caricature, mais un dessin bienveillant avec la jeune cavalière la regardant, assise sur un cheval vif. Souriante, Mia déchira la feuille du carnet et la posa sur la table de nuit près du lit de Tom. Quand il se réveillera, cela lui fera plaisir, pensa-t-elle. Finalement, son service arriva à son terme. Après avoir fait son rapport au chef de service, elle but une tasse de café fort, se changea et quitta l'hôpital. Le petit matin, perdant une fois de plus sa bataille contre la nuit polaire, enveloppa la ville d'un brouillard grisâtre. Un léger givre lui pinça les joues, l'incitant à avancer plus vite. Mia essayait de ne pas penser au travail et à ce qui l'attendait demain, mais ses pensées revenaient sans cesse à Tom et à son père, ainsi qu'à John et Tiffany et à l'audience du tribunal qui semblait si lointaine et pourtant si proche en même temps. Soudain, l'image de son beau-père lui apparut devant les yeux. Malgré sa sévérité, Marcus avait toujours été un homme sage et bon. Mia se souvint combien de fois elle lui avait rendu visite, comment il buvait du thé et parlait de tout et de rien. Il l'avait toujours soutenu, croyait en son talent médical, et Marcus était la seule personne dans la famille de son mari qui l'acceptait telle qu'elle était. Traversant la rue, Mia se rappela à quel point Marcus avait souffert les derniers mois de sa vie. La grave maladie le rongeait de l'intérieur, transformant l'homme d'affaires fort et joyeux en un vieil homme impuissant. John, son propre fils, était occupé par ses affaires et ses amusements, se considérant comme un entrepreneur en herbe. Il rendait visite à son père une fois par semaine, et encore, juste pour la forme. Mia, cependant, malgré son travail et sa fatigue,
passait tout son temps libre avec Marcus, s'occupant de lui, le nourrissant, changeant ses draps, lisant des livres et s'asseyant simplement à ses côtés, lui tenant la main. « Tu es mon ange, Mia, disait-il d'une voix faible. Tu es la seule qui se soucie vraiment de moi. Mon fils, malheureusement, est une personne froide, et son cœur s'est transformé en pierre à cause de l'argent et de la soif de profit. » « Non, Marcus, ne dis pas ça, répondait Mia en essayant de lui remonter le moral. John est juste occupé, il a beaucoup à faire. Non, Mia, Marcus secouait la tête. Il n'est tout simplement pas comme toi. Tu es brillante, gentille. Je sais que tu seras une grande dirigeante. C'est pourquoi je ne laisserai pas l'entreprise entre les mains de mon fils insensé. Je sais que quand je ne serai plus là, ce sera difficile pour toi. John ne te laissera pas vivre en paix. Il voudra prendre l'entreprise. Mais n'abandonne pas. Tu es forte, tu y arriveras. À cette époque, Mia ne prenait pas les paroles de Marcus au sérieux, pensant que ce n'était que le délire de la maladie. Mais après avoir récupéré le testament chez le notaire, les paroles du défunt beau-père prirent une toute autre signification. Ce n'étaient plus les divagations d'un malade, mais la décision réfléchie d'un homme d'affaires avisé. Cette scène, ce fragment du passé, la brûla soudainement, l'arrachant au tourbillon des affaires courantes. À chaque souvenir, Mia comprenait de plus en plus, le testament n'était pas une simple coïncidence, mais le dernier souhait d'une personne qui voyait en elle plus qu'elle ne le voyait elle-même. Une fois rentrée chez elle, Mia décida de se distraire un peu et de se concentrer sur son passe-temps. Elle sortit son carnet de croquis et ses crayons. Ses pensées fusaient, sautant d'une situation à l'autre. Elle commença à dessiner une caricature de la prochaine audience du tribunal. Cette fois, elle dépeignit John en dindon suffisant, à côté duquel Tiffany souriait bêtement. Quant à elle, Mia s'imagina en chatte, la patte serrée en poing, prête à riposter. À chaque nouveau trait, la tristesse reculait, laissant place à l'ironie et à un léger humour. Le dessin l'avait toujours aidé à gérer ses émotions. C'était sa façon d'exprimer ce qu'elle ne pouvait pas dire à voix haute. Soudain, le téléphone sonna. Un numéro inconnu apparut à l'écran. « Mia ? Désolé de vous déranger, mais c'est le père de Tom Meyers. Vous savez, le patient qui a eu la blessure après être tombé de cheval à l'hippodrome. » Une voix familière résonna dans le combiné. « Oui, je me souviens de vous, bien sûr, répondit Mia. Le jeune avocat soupira lourdement, puis demanda, « Dites-moi honnêtement, comment va mon fils ?» « Il va mieux ce matin, répondit honnêtement Mia. Il n'y a pas eu de lésion cérébrale, Dieu merci pour le casque. La chute a peut-être même causé un certain choc, mais dans l'ensemble, son état est stable. Nous faisons tout notre possible. » « Alors il y a de l'espoir ? demanda Kyle. « Bien sûr qu'il y a de l'espoir, répondit Mia avec empressement. Nous devons juste être patients. » Kyle marqua une pause un instant, puis demanda, « J'aimerais vous parler en privé, si possible. Serait-il commode que je passe maintenant ?» Mia haussa un sourcil de surprise. « Waouh, vous avez donc déjà réussi à trouver mon adresse personnelle ? Eh bien, pour certains avec des relations, ce n'est pas trop difficile. Bon, d'accord, venez. » « C'est bon, répondit Mia, ne comprenant toujours pas pourquoi elle avait accepté cette rencontre. Peut-être à cause de Tom ? Peu importe quoi, le garçon avait quelque chose de spécial. Il ne fallut pas longtemps pour attendre l'invité, et bientôt Kyle se tenait à la porte avec un bouquet de fleurs et une boîte de chocolat. Mia rougit jusqu'aux racines mais accepta quand même le cadeau. Pour une raison quelconque, elle ne voulait pas offenser le père de son patient. Pendant ce temps, Kyle s'assit dans le fauteuil du salon et après un moment de silence, il demanda « Je ne sais pas comment vous remercier. Vous êtes la seule à nous donner de l'espoir. » « Eh bien, c'est juste mon travail, répondit Mia évasivement. « Non, vous faites bien plus que ça, secoua la tête Kyle. Je vois à quel point vous vous souciez de mon fils. Et honnêtement, je ne comprends pas pourquoi quelqu'un comme vous, un médecin, travaille dans notre ville. Pourquoi pas dans la capitale, par exemple ? Pourquoi avez-vous besoin de tout ça ? Eh bien, des inconvénients de la province et de la nuit polaire. » Mia lui lança un regard perplexe. « J'aime mon travail et j'aime vraiment notre ville, ajouta-t-elle. Mais il y a d'autres options. Vous pourriez partir, et vous seriez accueilli à bras ouverts, insista Kyle. J'ai qui ? Répondit Mia doucement. Mais vous n'êtes pas marié, persista Kyle. Elle rougit sensiblement. Waouh, vous savez ça ? C'est compliqué, répondit Mia, un peu embarrassée. Je comprends, acquiesça Kyle. Désolé pour la question indiscrète. C'est juste qu'en vous regardant, je vois non seulement un médecin talentueux, mais aussi une femme gentille et compatissante, dit Kyle.
Et je veux vous remercier pour tout ce que vous faites pour mon fils. Peut-être puis-je vous aider personnellement ou aider la clinique d'une manière ou d'une autre? Je suis avocat, mon nom est bien connu dans la ville et la région. J'ai été occupé par le travail, mais je n'ai pas surveillé mon fils. Je me suis fié à Edward, le fils de ma seconde femme, mais tout ce qui l'intéresse, ce sont les gadgets et les médias sociaux. Mia se sentit gênée par ces compliments. Ne me remerciez pas. Tom est mon patient et je dois juste l'aider, répondit-elle. Et quant à vous, Kyle, pour l'instant, vous devez juste être patient et attendre. Croyez-moi, parfois le temps est le meilleur médecin. Je comprends, acquiesça Kyle. Eh bien, je ne vous retiendrai pas plus longtemps. Vous avez eu une longue journée de travail et j'ai beaucoup de choses à faire. Je dois encore parler au directeur de l'hippodrome. Où était l'instructeur quand mon fils est tombé du cheval? Pourquoi n'était-il pas à proximité? Mia sourit avec compréhension, puis ajouta doucement, ne tirez simplement pas de conclusions hâtives. Il est possible que le personnel de l'hippodrome ne soit pas à blâmer. Croyez-moi, en tant que médecin en soins intensifs, parfois les coïncidences se produisent beaucoup plus souvent que les schémas dans la vie. C'est un paradoxe, bien sûr, mais c'est mon opinion personnelle basée sur l'expérience. Oui, vous avez raison, acquiesça l'avocat. C'est vraiment difficile à comprendre rapidement. Vous voyez, Tom et Gloria avaient une relation compliquée. Enfin, c'est sa belle-mère, vous comprenez. Des querelles constantes, et ils ne s'entendaient pas avec Edward au début. Mia hocha la tête en signe de compréhension et raccompagna son invité à la porte. Elle comprenait les préoccupations de Kyle en tant que père aimant risquant de perdre sa propre chair et son propre sang. Mais en même temps, Mia était presque certaine que Tom s'en sortirait, qu'il se rétablirait. Il ne pouvait en être autrement. Le corps à cet âge récupère beaucoup plus vite que celui d'un adulte, donc tout devrait bien se passer. Après avoir regardé le SUV de l'avocat s'éloigner, Mia se surprit à penser qu'elle n'était qu'une petite partie d'un monde immense où il y avait de la place pour la joie et la tristesse. Et à ce moment-là, elle se souvint de son ex-mari. Comment avait-elle pu se tromper à ce point sur lui? Oui, il n'y a pas si longtemps, elle aimait John de tout son cœur, lui faisait confiance, rêvait d'une famille heureuse. Et il s'est avéré être un égoïste qui ne valorisait que la richesse matérielle et l'ambition personnelle. Tu ne m'as jamais comprise, Mia lui avait dit son mari quelques mois avant leur divorce. Tu es trop gentille, trop douce, et le monde est cruel. Tu dois savoir comment obtenir ce que tu veux. Se souvenant de cela, Mia ne pouvait toujours pas comprendre pourquoi son mari avait tant changé. Ou avait-il toujours été comme ça? Elle ne l'avait tout simplement pas remarqué? Peut-être que tout était de sa faute? Elle avait été trop naïve et confiante. Passant chaque jour à se battre pour la vie de ses patients en USI, Mia, comme il s'est avéré, ne pouvait pas voir plus loin que le bout de son nez. Repoussant ses tristes pensées, elle prit son téléphone et ouvrit ses emails. Il n'y avait pas de nouveaux messages. Après un moment d'hésitation, elle commença à chercher en ligne des documents sur la construction navale. Mia savait que John ne la laisserait pas tranquille et essaierait de prendre l'entreprise par tous les moyens. Mais elle ne le laisserait pas faire. Du moins, pas en mémoire de son défunt beau-père Marcus, qui était autrefois parti en mer avec son père. Mia enfila une robe de chambre chaude et s'assit à son bureau, allumant sa lampe de bureau. Elle ouvrit un dossier contenant des documents et se plongea dans l'étude des plans et des rapports financiers. Elle regardait les dessins, essayant de comprendre comment le navire était structuré. Au fond d'elle, elle sentit son intérêt pour cette activité s'éveiller, car maintenant elle avait une chance non seulement de défendre ses droits, mais aussi d'apprendre quelque chose de nouveau. Environ 1h30 plus tard, après un travail minutieux, Mia sentit ses yeux finalement devenir lourds de fatigue. Ce n'était pas une blague, elle avait été debout toute la nuit et même pendant la journée, elle avait décidé de défier le sommeil. Soupirant tristement, elle mit de côté les documents et alla dans sa chambre. Elle rêva de la mer, turbulente et froide, et d'un bateau ballotté par les éléments furieux. Un petit garçon était assis dedans, essayant désespérément de gouverner et de ne pas couler. Son cœur s'emballa. Mais pourquoi le visage de ce petit garçon lui semblait-il si familier? Se pourrait-il que le petit Thomas essayait de lui envoyer un signal? Mais au fur et à mesure que les événements se déroulaient, Mia n'était pas destinée à dormir cette nuit-là. Son rêve fut interrompu par la sonnerie du téléphone. C'était l'infirmière de l'USI. « Mia, dit-elle anxieusement, Tom est revenu à lui. Le petit patient qui est tombé de cheval. Pouvez-vous le croire? Il est réveillé et vous demande. » Mia oublia immédiatement sa fatigue et se précipita dans la salle de bain pour prendre une douche écossaise.
Son cœur battait la chamade alors qu'elle se précipitait littéralement dans l'USI. L'état de Tom s'était en effet amélioré notablement. Il était allongé sur le lit, regardant le plafond avec une expression triste. « Bonjour Tom », appela-t-elle doucement en s'asseyant sur le bord du lit. Le garçon inclina légèrement les yeux à cause du plâtre autour de son cou et la regarda lentement. Un doux sourire apparut sur son visage. « C'est vous, Dr Mia » murmura-t-il. Elle hocha la tête, essayant de contenir son excitation. « Je suis contente que tu sois réveillé. Comment te sens-tu » ? « Tolérable » murmura-t-il. « J'ai juste le cou raide. »« Ça va passer. Tu as juste besoin de te reposer. » À ce moment, Gloria et Edward entrèrent dans la chambre. Gloria sourit d'une manière anormalement douce, jouant expertemment le rôle de la belle-mère attentionnée, s'approcha du lit. Edward, comme auparavant, les regarda de haut, mais maintenant il y avait de la peur dans ses yeux. « Alors, comment va notre garçon » roucoula la belle-mère d'une voix calme. « Bien, il récupère » répondit Mia sèchement, essayant de réprimer l'irritation dans sa voix. « Il a besoin de repos maintenant, pas de vos visites. »« Mais nous sommes sa famille » piailla Gloria. « Nous ne pouvons pas laisser un enfant en difficulté. »« Je pense que vous devriez partir » remarqua froidement Mia. « Je vérifie ses constantes vitales en tant que médecin responsable. Et vous pourrez revenir plus tard. » Gloria fit la moue, pinçant les lèvres, claqua la porte. Edward marmonna quelque chose dans sa barbe et partit après sa mère. Restée seule avec son jeune patient, Mia regarda dans ses yeux. La peur y était figée. « Tom, dit-elle doucement, dis-moi, as-tu peur de quelque chose ?» Le garçon renifla doucement. « Oui. J'ai peur de... »« De qui ?»« Ed. » Il hocha la tête, serrant les yeux. « Et dis-moi, que s'est-il passé à l'hippodrome ?» demanda Mia, essayant de parler calmement. Tom déglutit difficilement, comme si cela lui faisait mal de parler, mais il commença son histoire. Ses paroles choquèrent Mia. « Nous sommes allés monter à cheval ensemble avec Edward. J'ai choisi un cheval, Princesse. Elle était si belle. » À cela, la voix du garçon trembla et des larmes recommencèrent à couler de ses yeux. « Elle est gentille, vraiment. Je l'aime tellement. » « Mais alors ?» Le garçon hésita, et Mia prit doucement sa main. « Alors je ne me souviens de rien. La seule chose dont je me souviens, c'est que le cheval a eu peur et je suis tombé. » « Et Edward ? Était-il à proximité ?» Oui, il y était. Il tenait une petite chose noire, et ça bipait très fort. Edward voulait probablement plaisanter. Mia n'en croyait pas ses oreilles. « Edward, ce petit morveux, a effrayé le cheval exprès ? Tu es sûr, Tom ? Tu as bien vu ça ? » Oui, c'est sûr. Edward a appuyé sur un bouton et ça a bipé, le garçon se remit à pleurer. Il se moque toujours de moi, dit que papa ne m'aime pas, seulement lui et maman Gloria l'aiment. Mia serra sa main, sentant une vague de rage monter en elle. Y a-t-il vraiment une telle cruauté dans la vie ? Tout va bien, Tom, dit-elle en essayant de le calmer. Je vais t'aider. Le ferez-vous ? Vous ne me laisserez vraiment pas, murmura-t-il. Jamais. Je te le promets. Mia quitta la chambre avec une pleine résolution. D'abord, elle devait découvrir ce qui s'était passé. Elle ne pouvait pas laisser Tom dans un tel danger. Elle prit une profonde inspiration. Maintenant, Mia n'était plus seulement un médecin, mais une combattante pour la justice. Elle ouvrit la porte du couloir où Gloria et Edward attendaient déjà. Leurs visages reflétaient une suffisance éhontée. Mais Mia, les regardant tous les deux fermement dans les yeux, dit « Vous devez partir. Et je ne veux plus vous voir ici, ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. » « Pourquoi ça ?» dit Gloria, outrée. « Parce que je sais ce qui s'est passé à l'hippodrome. Et votre fils pourrait être responsable. » Gloria resta momentanément sans voix, et Edward détourna nerveusement le regard. « Ce n'est pas vrai, réussit-il à dire. Tom a tout inventé. Il est toujours si méchant. » « Vous pensez que je vais vous croire ?» cracha Mia entre ses dents serrées. « Tom m'a dit la vérité. Je sais tout. Sortez. » « Pour qui vous prenez-vous » siffla Gloria. « Vous pensez être quelqu'un d'important ? Vous n'êtes qu'un médecin. »« Oui, je suis en effet médecin, » répondit Mia avec défi. « Et je suis la personne qui ne laissera pas des crapules me dire quoi faire. Partez maintenant, ou j'appelle la sécurité. » Gloria et Edward, voyant la détermination dans ses yeux, comprirent qu'il valait mieux battre en retraite. Après les avoir regardés partir, Mia retourna dans la chambre. Tom était assis sur le lit, la regardant avec des yeux qui reflétaient l'espoir.
Vous les avez fait partir, murmura le garçon. Oui, lui sourit le médecin. Maintenant tu es en sécurité. Merci. Vous devez être mon ange gardien. Tu es très fort toi-même, répondit Mia. Et bientôt tu iras mieux. En regardant le garçon, elle réalisa une fois de plus que devenir médecin était le bon choix. Mia sentait qu'elle pouvait aider non seulement le corps, mais aussi l'âme. Et elle ferait tout pour s'assurer que le garçon devienne heureux, malgré toutes les difficultés. Elle s'assit à côté de lui et commença à parler, essayant de le distraire de ses pensées tristes. Puis Mia sortit son carnet fétiche et en un clin d'œil dessina une caricature de la belle-mère, la dépeignant comme une cobre sifflante sans crocs acérés. « Oh, c'est juste parfait, » sourit Tom. « Vous êtes aussi une artiste ?» Mia secoua la tête. « Oh non, vous exagérez. C'est plus un passe-temps qu'une profession. » Pourtant, vous dessinez vraiment bien, approuva le garçon et demanda avec espoir, quel animal imagineriez-vous pour mon père? Mia sourit. Ton père est 100% lion. Un noble roi des bêtes qui ferait n'importe quoi pour son fils. Ouais, mon père m'aime beaucoup. C'est un type bien. Il a même promis de me construire une écurie pour que je puisse passer plus de temps avec les chevaux. Oh, c'est une bonne idée, remarqua Mia. Je pense que s'il a promis, il tiendra certainement sa parole. Après avoir passé environ une demi-heure avec son jeune patient, Mia quitta la chambre et se dirigea vers le bureau des médecins. À ce moment, son téléphone sonna dans sa poche. Wow, c'est mon ex-mari. Que veut-il? Allô? Salut Mia, comment ça va? Demanda John d'un ton quotidien. Bien, je travaille, répondit Mia sèchement. Oh, tu travailles, hein? C'est bien, Loussal. Eh bien, écoute attentivement. Je te recommande de rejeter l'héritage de mon père. Mia pâlit. John, je pense que nous avons déjà discuté de cela. J'honore la mémoire de Marcus et je ne changerai pas d'avis. Oh, c'est comme ça, explosa son mari. Je pensais qu'une affaire judiciaire suffisait pour toi. Es-tu folle ou la nuit polaire t'affectait elle? Je suis l'héritier légal, point final. Que ça te plaise ou non. Le nouveau procès ira en ma faveur. Bonne chance. On se voit au tribunal, dit Mia et raccrocha. À ce moment, quelqu'un lui tapota doucement l'épaule. Mia se retourna et vit Kyle debout devant elle. Le père de Tom lui souriait. Des problèmes? Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre le mot tribunal. Pour moi, c'est comme un mot de code, un réflexe, comme un chien de chasse, vous savez? Debout, les oreilles dressées. Mia apprécia la plaisanterie et sourit de manière désarmante. Des problèmes? Eh bien, comment dire, pas vraiment quelque chose de sérieux. Juste une bataille judiciaire avec mon ex-mari pour l'héritage. Kyle devint instantanément sérieux. Tu ne devrais pas être si ironique, Mia. Bien que ce soit à toi de voir. Je te suis très reconnaissant d'avoir sauvé mon fils, et je me précipite pour le voir maintenant. Mais plus tard, je te dirai quelque chose d'intéressant. Mia sourit timidement. Allons, je n'ai rien fait de spécial. De plus, le traitement de Tom était un effort de groupe, pas seulement moi. Eh bien, tu ne vas pas mourir de modestie, dit l'avocat en passant. Puis il ajouta plus doucement, attends-moi dans le hall, s'il te plaît. C'est important. Mia sortit, prit une profonde inspiration d'air frais et tourna son visage vers le ciel. Bientôt, tout dans la ville reviendrait à la normale. Le soleil se lèverait à nouveau à l'horizon, comme il l'avait toujours fait, et la nuit polaire ne resterait qu'un souvenir enveloppé dans le mystère de la nature. Kyle ne la fit pas attendre longtemps. Comprenant que Mia avait sa journée de congé et ne voulant pas perdre son temps, l'avocat alla droit au but. Tu sais, même avant d'apprendre pour l'hippodrome, j'ai senti un danger. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais mon intuition ne m'a jamais trompé. Ah, je vois, l'encouragea Mia. J'ai installé des caméras cachées à la maison avant cet horrible incident. Mais je ne pouvais pas me résoudre à regarder les enregistrements. Je pensais que Gloria les maltraitait peut-être, tu sais? Elle est toujours si froide, si avare d'émotions. Mais ce que j'ai vu? Kyle se tut, comme incapable de le dire à voix haute. Comprenant la gravité du moment, Mia ne le pressa pas. Les enregistrements? Je les ai regardés il y a juste 1 heure, continua l'avocat. Ils montrent Gloria négligeant complètement les garçons, leur criant constamment dessus. C'est une bonne chose que ça n'ait pas dégénéré en violence physique. Mia écoutait, incapable de croire ce qu'il disait. Mais ce n'est pas tout, dit Kyle. J'ai trouvé une autre vidéo. Je n'avais aucune idée que Gloria était comme ça. Elle était au téléphone avec quelqu'un, probablement son amant.
Et ce que j'ai entendu, ça m'a glacé le sang. Qu'avez-vous entendu exactement? Mia ne put se retenir. Savais-tu qu'Edward n'est pas son fils biologique? Demanda Kyle. Non, répondit honnêtement Mia. Il s'avère que Gloria l'a pris dans un orphelinat spécifiquement pour gagner ma confiance, cria presque Kyle, serrant les poings si fort que ses jointures blanchirent. Elle voulait juste obtenir de l'argent de moi à l'avenir, tu vois? Et elle a tout planifié parfaitement. Et j'ai aussi découvert qu'elle avait besoin d'une raison pour que je poursuive le propriétaire de l'hippodrome. J'aurais poursuivi ce pauvre type, puis l'amant influ de Gloria, Bruce, aurait acheté la propriété pour une bouchée de pain. Elle voulait prendre le contrôle de l'hippodrome en éliminant les obstacles grâce à moi. Et qu'en est-il d'Edward? Il n'est pas à blâmer dans tout ça, n'est-ce pas? Demanda prudemment Mia. Non, bien sûr que non, agita la main Kyle. Il n'a rien fait de spécial. Et le cheval a eu peur juste parce que le palefrenier a été négligent. Tu vois, le fer à cheval était mal posé et le sabot s'est enflammé. Donc il n'a pas pu supporter quand Tom l'a fait galoper sur l'hippodrome. Elle était habituée depuis longtemps au son du sifflet, donc Edward n'était pas responsable de la réaction du cheval. Mais Gloria l'a délibérément effrayé, faisant croire que tout était de sa faute. Comme si elle disait, fais encore un bruit et tu finiras dans un centre de détention pour mineurs. Mia sentit un frisson glacial la parcourir. Non seulement Gloria s'était avérée être une personne terriblement désagréable, mais elle était aussi une menteuse, utilisant les enfants des autres à des fins égoïstes. C'est tout simplement horrible, murmura Mia. Je comprends que ce soit vraiment difficile pour vous en ce moment. Mais je pense que nous devrions contacter la police. Oui, vous avez raison. Gloria devra répondre de tout, acquiesça l'avocat. Et je n'abandonnerai pas Edward. Je ferai de lui un homme, si je le peux. Sinon, je l'enverrai dans une école de cadets. Il sera reconnaissant à l'avenir. Mais d'abord, je veux t'aider à gagner l'affaire. Après tout, j'ai fait des études de droit au départ. Je vais faire reporter l'audience d'au moins un mois. D'ici là, Tom ira mieux et je pourrai rassembler plus de preuves contre ton mari. Merci beaucoup, balbutia Mia. Je me sens un peu gêné. Ils se séparèrent comme de vrais amis, liés par un secret partagé. Un mois passa inaperçu, changeant la vie de Mia au-delà de toute reconnaissance. Tom, à la grande joie de son père, commença à se rétablir lentement. Pendant sa période de rééducation, le garçon utilisa un fauteuil roulant, qu'Edward l'aidait à déplacer. À ce moment-là, Gloria avait été arrêtée et une affaire pénale avait été ouverte contre elle. Mia, de nouveau dans la salle d'audience, ne ressentait plus l'incertitude qu'elle avait éprouvée lors de la première audience. Même si Kyle était assis à côté d'elle, confiant et calme. Il avait promis de démolir son mari au tribunal. John avait l'air satisfait de lui. Alors, Madame Walker, prête à vous rendre? Kyle se leva. Ma cliente est déterminée à se battre jusqu'au bout, dit-il fermement. Et il présenta à la cour des preuves irréfutables soutenant le droit de Mia à l'héritage. Il démonta minutieusement tous les arguments de John, démontrant son manque total de connaissances et de compétences en matière juridique. Votre honneur, s'adressa Kyle au juge, il est clair que le plaignant n'a aucune idée de l'entreprise en question. Son seul but est d'obtenir de l'argent facile. Pendant ce temps, Mia s'engage à développer l'entreprise pour la mémoire de feu Marcus. Quant aux qualités morales de mon adversaire, je pense qu'il est évident pour toutes les personnes présentes qu'elle laisse grandement à désirer. Kyle marqua une pause et la tension dans la salle d'audience monta. C'est précisément pourquoi Marcus a confié son entreprise à Mia, et non à son propre fils, qu'il connaissait mieux que quiconque. Le visage de John devint cramoisi et Tiffany tripota nerveusement son sac à main. Les amants sentirent comme si le sol se dérobait littéralement sous leurs pieds. Le juge, après avoir écouté attentivement tous les arguments, annonça la suspension de séance, à son retour, rendit le verdict. Le tribunal décida de satisfaire pleinement les demandes légales de Mia Walker. L'entreprise de construction navale lui serait transférée en propriété. Quant à son mari, John A. Walker, une enquête serait menée concernant les tentatives de fraude révélées dans sa contestation de l'héritage. Des applaudissements retentirent dans la salle d'audience. Mia sentit une vague de soulagement et de calme envahir son cœur. Elle avait gagné. Bien qu'elle ne puisse toujours pas se résoudre à regarder John, qui semblait au bord des larmes. Comme il avait l'air pitoyable et insignifiant. Exactement comme ce dessin caricatural de son carnet. Mia se détourna d'eux et sourit avec gratitude à Kyle. Après la séance, lorsqu'ils sortirent, Kyle lui prit la main. « Mia, je ne sais pas comment dire ça, mais tu es incroyable.
si intelligente et si gentille. Je suis tombé amoureux de toi au premier regard. Là-bas, au service? Dis-moi, veux-tu être ma femme? Au fond d'elle, elle fut stupéfaite par sa confession. Surtout que peu de temps auparavant, il semblait qu'elle ne ferait plus jamais confiance aux hommes. Mais Kyle, qui s'était avéré si noble et honnête, fit palpiter son cœur de tendresse. Elle sourit. Oui, Kyle. Ta proposition me plaît. La joie remplit le cœur de Mia lorsque, en signe de gratitude, elle décida d'offrir à Tom et Edward un cadeau spécial. Sachant que les frères aimaient les animaux, elle contacta un refuge pour animaux et trouva 2 chiots jumeaux joueurs et charmants. Mia les amena chez Kyle, avec un sourire, plaça une boîte en carton devant les garçons, d'où provenaient des jappements joyeux. C'est pour vous. Maintenant, vous aurez quelqu'un dont vous occuper. Les yeux des garçons s'écarquillèrent de plaisir. Ils étreignirent les chiots et poussèrent littéralement des cris de joie. Le bonheur était revenu dans leur maison, comme par magie, avec la fin de la nuit polaire et le lever de soleil tant attendu. Ce n'est qu'en se tenant à côté de Kyle au bureau de l'état civil qu'elle se sentit vraiment heureuse. Maintenant, dans sa vie, il y avait un homme fiable et 2 merveilleux fils. Mia vit un amour pur et de la dévotion dans leurs yeux, se rappelant comment, récemment, elle avait eu le cœur brisé et se sentait seule.